Donc, bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent en direct de la FTX Radio. Donc, je m'appelle Thomas. On se retrouve aujourd'hui encore avec mon collègue Alex. On se retrouve aujourd'hui encore pour un épisode avec... on a la chance de recevoir Jean-Nicolas de McCarthy Tétro aujourd'hui. Je vais laisser Jean-Nicolas se présenter, mais... vas-y, Jean-Nicolas. Parfait, merci Thomas. Jean-Nicolas Bissonnette, je suis vraiment content d'être ici. Je m'occupe de tout ce qui est recrutement des étudiants, puis des étudiantes, par la suite de l'accompagnement, étudiants, étudiantes, stagiaires, avocats et avocates. Mon titre officiel, c'est directeur des ressources professionnelles pour la région du Québec, mais ça veut tout dire et rien dire en même temps. Mais réellement, c'est de l'accompagnement, du recrutement, s'assurer que les étudiants et les étudiantes se sentent bien au sein de l'organisation puis puissent évoluer, croître, autant au bureau de Montréal qu'au bureau de Québec. Parfait. Et McCarthy Tétro, c'est quoi vos domaines d'expertise pour ceux qui ne savent pas? Oui, c'est une super bonne question. Là, mais McCarthy, pour un peu paraphraser, là, mais c'est vraiment un powerhouse en litige puis un powerhouse en droit des affaires. On a des places d'affaires à travers le pays. On a un bureau à Vancouver, Calgary. On a un bureau à Toronto, à Montréal, à Québec. On a aussi des centres d'affaires à Londres et à New York. À Montréal puis à Québec plus spécifiquement, là, mais Montréal, parlons un peu de Montréal, là, mais Montréal a 5 grands groupes. On fait du litige, du droit des affaires. On fait également du droit immobilier, on fait de la fiscalité, puis on fait aussi du droit du travail et de l'emploi. Pour la région, au total, c'est à peu près 200 avocats qui travaillent au sein de notre organisation. Puis au national, c'est un peu plus que 750, là, ça fluctue, là, mais un grand cabinet national, je te dirais. Puis, comme question de suivi, on va tomber dans une question un peu plus crunchy, mais je me demandais, un étudiant qui fait la course au stage cette année, il y a plusieurs noms, plusieurs cabinets qui participent. Ouais. S'il regarde McCarthy, qu'est-ce qu'il devrait savoir ou comment McCarthy se distinguerait des autres? Bien, McCarthy est une magnifique plateforme parce que je pense que la majorité des étudiants et des étudiantes vont entendre le mot McCarthy Tétro puis vont tout de suite l'associer à cabinet de très, très grande qualité avec des magnifiques mandats, des questions juridiques difficiles, des clients importants. Donc, ce volet-là de top tier est déjà présent. Moi, quand je suis rentré dans l'organisation, ça, je savais, le site web, j'avais fait la course à l'époque, puis c'est McCarthy. Là, mais après ça, tu vas un petit peu plus loin, puis quand tu rentres dans l'organisation, tu te rends compte que les gens veulent ton développement, sont sympathiques. Il y a du mentorat formel et informel. Il y a énormément d'accompagnement aussi. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes où est-ce que tu es dans une grande organisation avec énormément de ressources, des magnifiques mandats, mais tu as aussi du support. Puis je pense que pour les étudiants et les étudiantes, c'est hyper important pour se développer ce support-là. Fait qu'on offre les deux. Fait que difficile pour moi de parler des autres cabinets parce que j'ai pas été dans les autres cabinets aussi. Il y a des opportunités magnifiques, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec. On est à la photo aujourd'hui, là, même en Outaouais aussi. Mais peu importe où est-ce que vous voulez le faire, mais moi, je pense que notre plateforme, on offre le meilleur des deux mondes parce qu'on offre les dossiers de plus grande envergure, les plus grandes transactions au pays, les litiges les plus complexes, mais aussi cet accompagnement-là. Puis la crainte de dire, on est dans un grand cabinet, je vais me sentir comme un numéro, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Les gens sont là pour te voir évoluer, t'accompagner. Puis c'est beaucoup plus ce deuxième volet-là qui, moi, depuis que je suis rentré dans l'organisation, j'ai vu la distinction parce que tu ne le vois pas sur un site web. Puis tous les sites web sont similaires. Là. Donc, tu vas un peu plus loin avec ça. Ouais. Puis, comme question de suivi, tu as parlé, McCarthy Tétro, c'est environ 750 avocats à travers le pays. Ouais. Comment la dynamique se passe? Quand on parle de cabinet national avec Toronto, Vancouver, comment ça se passe, cette dynamique-là, en tant qu'avocat? Est-ce que les mandats, Toronto, comment ça joue? Bien, écoute, on est le premier cabinet national. Là, donc, à l'époque, on avait décidé justement, il y avait des bureaux nationaux, pas nationaux, mais régionaux dans chacun des barreaux. À l'époque, je pense que dans les années 90, on était le premier cabinet national. Donc, on a fusionné. On est allé, si je me souviens bien, on est allé à la Cour suprême pour aller jusqu'à la Cour suprême pour avoir droit justement à fusionner puis devenir un cabinet réellement national. C'est un fait historique, mais je pense que c'est aussi dans notre approche qu'on fait. Donc, les dossiers, c'est des dossiers qui, oui, on est des avocats québécois, des avocates québécoises, puis on a notre expertise, mais il y a énormément de partage de connaissances à travers les groupes d'industrie. Quelqu'un qui peut être assis à Québec peut travailler dans un mandat qui est fait avec un associé ou une associée de Vancouver, avec un junior à Montréal, avec une senior de Toronto. Donc, l'aspect national existe réellement. Puis après ça, encore plus dans la région du Québec. Donc, on ne voit pas vraiment comme le bureau de Montréal puis le bureau de Québec. On appelle ça à l'interne la région du Québec.
Puis là-dessus, il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui est stagiaire à Québec, ben, il vient une semaine et demie à Montréal pour rencontrer les donneurs d'ouvrages avec qui il travaille le plus souvent. Donc, moi, à chaque fois, je tourne, on est à la place Ville-Marie, 16, 17, 18, 19. Place Ville-Marie, au milieu de la Gauchetière, 16, 17, 18, 19. Puis là, rendu là, tu ouvres la porte, puis tu es comme « Ah, allô Mathieu! Ah, allô Cindy! » Fait que là, tu ne savais pas qu'elle allait venir, mais ils sont tout le temps constamment à Montréal. Puis même chose, quand moi, je m'en vais au bureau de Québec, il y a tout le temps des gens, des avocats, des avocates à Montréal aussi qui sont présents. Puis souvent, on les croise aussi à la mezzanine. Je m'égare un petit peu de ta question, là, mais la mezzanine, on a rénové cet espace-là au milieu de la Gauchetière. C'est rendu un espace où on accueille nos clients et nos clientes. Mais c'est aussi où est-ce que les étudiantes, durant l'été, par exemple, peuvent aller prendre un café. On a un barista qui est là aussi. On commande notre commande Starbucks, là, donc matcha latte érable. Puis là, Jonathan, qui travaille avec nous, ben, fait ça. Puis ça nous permet de créer des liens aussi. On a plein d'autres moments où est-ce qu'il y a des relations qui peuvent se créer aussi, mais on essaie d'être intentionnel dans ça. Puis une de ces affaires-là, c'est le café aussi, en bas à la mezzanine. Parfait. En ce qui concerne la course au stage, j'imagine que vous avez beaucoup de candidats, étant donné votre cabinet de grande ampleur. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous cherchez dans un stagiaire, plus précisément? Oui, c'est une super bonne question. Puis, on est vraiment choyé année après année. On va recruter, selon nos critères, les meilleurs candidats, les meilleures candidates. On est choyé parce qu'à chaque fois, c'est quasiment une promesse, là. On présente une plateforme, puis les personnes nous font confiance pour leur développement et leur croissance. Fait qu'à chaque année, on est chanceux vraiment d'aller chercher ces candidats et ces candidates-là. Mais pour moi, je vais reprendre un peu, je vais paraphraser notre associé directeur, Carl Tabac, qui dit que chez McCarthy, ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui a la tête, le cœur et du cœur au ventre. C'est-à-dire la tête pour régler des problèmes juridiques très complexes, parce que les clients qui viennent vers nous ne viennent pas nous demander des questions juridiques faciles. Donc, il y a ce volet-là de tête. Après ça, le cœur, parce que ces personnes-là partagent nos valeurs aussi. Des valeurs d'excellence professionnelle, d'initiative, d'entrepreneuriat, de collaboration, de leadership, d'inclusion, beaucoup. Puis après ça, du cœur au ventre, parce que travailler en grand cabinet, c'est difficile, c'est exigeant, on demande beaucoup d'heures, on demande beaucoup de travail aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux pour venir travailler au sein de notre organisation. Puis j'en parlais aux étudiants et étudiantes aujourd'hui un peu, mais avoir le cœur au ventre, c'est pas nécessairement d'être loud, puis de partir partout, puis de faire... Non, c'est quand tu as eu l'opportunité d'avoir un projet intéressant, est-ce que tu l'as bien fait? Comment tu l'as bien fait? Est-ce que tu l'as amené plus loin? Parle-nous de ces expériences-là. Moi, je dirais j'aime pas utiliser le mot fit, là. Moi, personnellement, puis je pense qu'au sein des organisations, il y a des gens moi, je crois pas au fit, là. C'est pas aux organisations de dire il faut que tu ressembles à quelqu'un pour être un bon avocat ou une bonne avocate. Je considère que le fit, ça appartient aux étudiants puis aux étudiantes, puis c'est de dire est-ce que vous vous sentez bien quand vous nous rencontrez, puis est-ce que vous voulez évoluer dans notre milieu de travail? Je pense que c'est beaucoup plus ça que de l'employeur vers les étudiants, les étudiantes, là, mais je ne sais pas si ça répondait un peu à ta question. Oui, quand même. Ouais. Donc, question suivie dans la même emblée. Comment est-ce qu'un étudiant peut se distinguer? J'imagine que vous recevez des centaines et des centaines de CV, vous faites des centaines d'entrevues. Donc, comment est-ce qu'un étudiant peut vraiment se distinguer chez McCarthy? Et est-ce que vous avez des anecdotes? Ça serait intéressant à entendre. C'est une super bonne question. Je te dirais, tu n'as pas besoin de faire un cours en particulier, tu n'as pas besoin de faire une activité ou de t'impliquer dans telle association. Nous, les personnes qui vont réviser les candidatures ont tous des formations sur les biais inconscients. Donc, on essaie de se tasser un peu de « tu as fait telle expérience, j'ai fait telle expérience, donc nécessairement, tu vas être un bon avocat ou une bonne avocate. » Donc, peu importe l'expérience que tu as eue, parle-nous on appelle ça des indicateurs de performance, mais parle-nous des moments où est-ce que tu as été capable d'apprendre des choses, puis comment tu as été capable de performer à ces moments-là, que ça soit à la piscine, que ce soit à la piscine de ton quartier quand tu étais lifeguard, que ce soit dans une organisation, que ce soit dans un restaurant. Comme il y a des bons employés puis il y a des moins bons employés, mais parle-nous de comment tu as été capable d'amener l'emploi un peu plus loin. Puis ça, peu importe l'expérience que tu as. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à avoir... Il n'y a pas une seule candidature qui est pareille. Puis on ne peut pas s'attendre à quelqu'un, par exemple, qui travaille à temps partiel pour payer ses études, de s'investir autant dans les associations étudiantes. On ne peut pas s'attendre... Puis il y a des personnes qui font les deux, puis il y a des personnes qui font bien les deux, puis... On ne peut pas s'attendre à la même chose. Mais le plus important, selon moi, c'est de dire c'est quoi qui t'intéresse, puis investis-toi là-dedans. Parce que quand tu t'investis dans quelque chose qui t'intéresse, c'est là que ça démontre, c'est là où est-ce que tu es capable d'en donner plus, être capable d'aller un peu plus loin, de pousser encore plus loin. Puis ça, après ça va être intéressant pour nous de voir où est-ce que tu es allé dans cette expérience-là. Peu importe cette expérience-là.
Puis après ça, ben, c'est aussi de focusser sur l'école aussi parce que c'est important aussi. Je parlais de la tête un peu tantôt. C'est important. C'est pas le seul critère de sélection. On a une approche holistique durant la course, mais c'est un des critères aussi qu'on prend en compte, là. Puis là, on est plus loin, on est rendu... on a réussi notre course au stage, on est rendu chez McCarthy, on est stagiaire. Comment ça se déroule, une journée typique? C'est un peu cliché comme question, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment ça fonctionne? Oui, ben ça dépend. Dépendamment de avec quel groupe tu vas travailler puis avec quelle équipe fonctionnelle aussi tu vas travailler. Là, mais je te dirais, prenons le cas de la personne qui fait du litige puis de la personne qui fait du droit des affaires, ça va être des tâches qui vont être un peu différentes aussi. Donc, en stage, on a déjà fait un été étudiant. Durant l'été étudiant, il n'y a pas de rotation. Donc, tu peux faire plein de choses différentes. Tu peux faire le matin du droit immobilier, l'après-midi du droit fiscal, le lendemain matin aller à la cour d'appel accompagner un avocat ou une avocate. Comme tout ça peut se faire durant les étés étudiants. Tu as des mandats court terme, long terme, peu importe. Après ça, rendu en stage, tu as vécu plein de choses, tu as commencé à créer des liens avec des avocats, des avocates, puis tu sais un peu plus ce que tu vas vouloir faire. Donc, dans ce cadre-là, on a des rotations qu'on appelle souples ou, appelons ça des rotations souples. Mais si toi, tu as un intérêt pour dire le droit des affaires, c'est exactement ce que tu veux faire, bien, la très, très grande majorité du temps, tu vas faire la première rotation au droit des affaires, la deuxième rotation au droit des affaires, la troisième rotation au droit des affaires. Si tu le sais pas, puis que tu es encore pris entre le litige et l'immobilier, par exemple, ben, tu préfères une rotation dans l'un, une rotation dans l'autre, puis après ça, choisir à ta troisième rotation où est-ce que tu vas vouloir te faire embaucher par la suite. Donc, chaque personne a des parcours différents, puis on n'est pas là pour dire il faut que tu saches au début de ta course exactement ce que tu vas faire. On va vous montrer. Vous allez travailler dans nos équipes, vous allez vous rendre compte que vous saviez même pas que ça existait, ce mot-là, il y a 1 an, puis là, en faire dans ta carrière. T'sais. Mais plus spécifiquement pour répondre à la question, quand tu es stagiaire, là, c'est intense, c'est exigeant, mais tu travailles vraiment avec les équipes. Donc, il y a plein d'exemples. Si tu es en litige, tu vas faire la recherche, préparer des mémos, rédiger des portions d'un plan d'argumentation qui va être plaidé par la suite, puis tu vas pouvoir assister à plein d'interrogatoires, tu vas pouvoir aller chercher un peu ce moment-là des moments où est-ce que tu as des mentors qui vont aller à la cour, qui vont t'amener. Il y a plein de ce volet-là. Après ça, du côté droit des affaires, ben, tu vas être impliqué dans les plus grandes transactions au pays. Donc, droit des affaires, que ce soit en M&A, que ce soit dans la création de fonds d'investissement, que ce soit en services financiers, donc la gestion de la dette. Donc, en technologie, dans notre équipe de tech, peu importe dans quel département ou dans sous-groupe tu vas travailler, ça va être des dossiers hyper intéressants. Il va y avoir beaucoup d'accompagnement aussi. Donc, journée type, ça dépend. La plupart du temps, c'est tu as un plan de match. Puis là, finalement, tu reçois 5 demandes concurrentes. Puis là, tu parles à ton équipe. Puis là, l'équipe des stagiaires. Puis là, qui va faire quoi. Puis c'est une journée à l'autre très, très différente. Mais je pense, en parlant aux stagiaires, la plupart du temps, c'est stimulant. Ils apprennent énormément. Ils reçoivent beaucoup de mentorat. Puis ils sont prêts après ça pour la prochaine étape de devenir sociétaire au sein de l'organisation. J'ai un petit saying aussi où est-ce que j'ai une petite parole aussi où est-ce que je considère qu'un stagiaire, ça n'existe pas. Là. Les étudiants, ça existe, des étudiantes, ça existe, puis des avocats, puis des avocates, ça existe. Puis le stage, c'est un moment dans ta carrière où est-ce que tu vas faire cette transition-là entre étudiant puis avocat ou avocate. Il y a des personnes, ça va leur prendre 1 semaine, 2 semaines, ils savent déjà. Il y a des personnes, ça va prendre un peu plus de temps, mais on est en apprentissage en stage, on est au conscient, on a beaucoup d'attentes envers nos stagiaires parce qu'ils sont très forts. Mais on est encore dans l'apprentissage aussi. Donc, il y a ce double volet d'apprendre à faire ton travail, mais aussi à découvrir de nouvelles choses, travailler très fort, avoir du plaisir avec tes collègues. Puis, ouais, moi, je dirais c'est ça. Parfait. Est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants à l'Université d'Ottawa qui aimeraient faire la course au stage? Quelque chose que vous aimeriez que des étudiants fassent à leur entrevue, dans leur CV, dans leur lettre de motivation, encore une fois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Bien, moi, je te dirais la préparation, elle est clé. Là. Donc, la course au stage, c'est une magnifique opportunité pour parler à différents employeurs et pas se sentir mal de parler à 20 employeurs en même temps. C'est la dernière fois dans votre carrière où est-ce que vous allez vous dire « Hey, je parle à 15 employeurs en même temps. » Ça n'arrivera plus. Donc, prenez cette opportunité-là puis allez faire des discussions, allez parler avec des avocats, des avocates, des organisations. Puis après ça, c'est y aller avec l'intensité que vous voulez aller. Il n'y a pas de plan de match préétabli en disant il n'y a pas de formule durant la course au stage.
Donc, si, selon ton niveau de confort, tu fais ce que tu peux. Fait que après ça, pour lettre de présentation, CV, ben, la lettre, on s'attend à ce qu'elle se soit révisée plusieurs fois, on s'attend qu'il n'y a pas de faute, on s'attend... Mais tout le monde le sait déjà un peu, là. Puis après ça, disons, dans les entrevues, moi, mon truc, là, c'est pas un truc, là, mais bref, essayer de faire quelques questions en préparation, en prévision de l'entrevue, juste pour comprendre un peu comment penser un peu durant ce cadre-là. Mais ne le faites pas trop parce que sinon, vous allez sonner un peu comme une cassette. Puis le plus difficile, c'est quand on pose une question à un candidat ou une candidate, à un étudiant, une étudiante, puis là, c'est OK, ça, c'est la réponse 2 que je m'étais mis dans ma tête. Puis là, la cassette part, mais c'est plate parce qu'on n'a pas l'opportunité d'apprendre réellement c'est quoi la personne. On n'apprend pas la personne. C'est vraiment ça l'objectif d'une entrevue, c'est de mieux connaître la personne qui est devant nous. Là, on est comme, OK, ben, on écoute le speech. Puis une fois que le speech est terminé, ben, on remercie, mais il faut aller un peu plus loin que ça. Donc, de dire, se préparer, puis connaître notre CV, puis essayer de parler de nos expériences. Puis dans cette expérience-là, qu'est-ce que tu as appris? Dans cette expérience-là, qu'est-ce qui était le plus difficile? Est-ce que tu as grandi durant cette expérience-là? Donc, peu importe les expériences que vous avez dans votre CV ou dans votre lettre de présentation, peu importe. Mais après ça, durant les entrevues, de ne pas trop s'assurer d'avoir une espèce d'appuie sur play, puis le discours part. Un script. Ah, exact. C'est trop scripté, c'est un peu difficile. Parce que c'est parfait, tu es préparé, mais on veut t'apprendre à te connaître toi aussi. Fait que c'est un peu la ligne à aller, la fine ligne à aller trouver. J'en retiens que de laisser la cassette de côté être plus naturelle, c'est toujours gagnant. Oui, puis d'être prêt malgré tout. Ouais. L'un va avec l'autre aussi, je pense. Puis l'objectif réel d'une entrevue, c'est de dire dans ce cadre-là, qui est différent, puis la majorité du temps, les étudiants et les étudiantes n'ont pas eu d'entrevue similaire à ça, bien, comment on répond à ça, puis comment on est capable de se présenter. Puis oui, c'est stressant, puis on est conscient que les étudiants et les étudiantes sont stressés dans le cadre de leur entrevue, mais vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous connaissez vos choses, vous connaissez vous avez fait un travail d'introspection, vous connaissez c'est quoi vos forces, vous savez pourquoi vous avez appliqué chez nous. Puis là, après ça, là, on a des moments magiques, puis on est capable d'aller plus loin avec les étudiants et les étudiantes. Là. Merci, Jean-Nicolas. Ça fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tout le monde qui écoute en ligne. Donc, on vous souhaite une bonne course au stage cette année, puis bonne fin de journée. Merci beaucoup.